je vais saluer ceux qui sont partis quand même, puisque je les reverrai après. Donc, monsieur le recteur, qui nous écoute, monsieur l'ambassadeur de France à Maurice, monsieur les représentants de la région, du département, monsieur le président de l'université de La Réunion, cher Frédéric, chère Anne, vice-présidente des RI de l'université de La Réunion, cher monsieur Waro, et je crois qu'il y en a quelques-uns, c'est peut-être le plus important, chers étudiants. J'ai un plaisir immense à être avec vous aujourd'hui, et j'ai des raisons particulières. Je t'avais prévenu, Anne, que je dirais une ou deux bêtises, mais ça n'est pas une bêtise. Dire que mon plaisir est immense et que je suis amoureux de La Réunion est une réalité, puisque ça commence à se savoir un peu, je le dis à tout le monde. J'ai épousé une réunionnaise. Donc il y a quelques années, comme on disait à l'époque, je ne sais pas si on le dit encore, mais mon corps l'était un peu comme grenouille sur feuille patate. Alors la grenouille est devenue un peu un crapaud, mais la feuille patate est restée très verte et très belle. Donc oui, j'ai beaucoup de plaisir à être ici et j'ai le droit de vous dire un peu comment il est, puisque mes enfants sont des auréoles. Moi je suis un oreille, bien sûr, mais mes enfants sont des auréoles. Donc oui, j'ai un amour pour La Réunion et cet amour est aussi partagé à ce que vous êtes, cette île. Et je crois que ça rentre dans le propos de ce que nous allons pouvoir échanger. La pluriethnie, j'en parlais avec vous, monsieur Waro, et je peux vous dire que le métropolitain que je suis, comme beaucoup de métropolitains, sont toujours stupéfiés de ce qu'on peut faire entre des amis de différentes ethnies. Et quand on a à la fois l'amour de son île, car on est d'abord réunionnais, je le sais à travers ma femme, je peux vous le dire, qui pleure chaque fois qu'elle voit l'aéroport en arrivant. Et cette extraordinaire communauté réunionnaise, mauricienne aussi. Et là, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, je vais encore faire une plaisanterie, mais j'ai un peu, avec mon frère, envahi, colonisé maritalement la Réunion et l'île Maurice, puisque mon frère a épousé une mauricienne. Donc je suis bien à Maurice, je me sens vraiment chez moi ici à La Réunion. Donc, quelques mots, oui, d'introduction. À part ce plaisir d'être avec vous, en deux mots, quel est le rôle de la CPU, finalement, à l'international, bien sûr, et de manière générale, mais à l'international, je ne vais pas trop développer, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler dans la table ronde. Il est à deux niveaux. Hein. Le premier est de pouvoir aider les universités à développer une politique internationale. C'est une caractéristique française, nous sommes autonomes, les universités, hein, et chacun a une politique internationale, mais c'est parfois plus difficile lorsqu'on n'est pas une grande université comme une grande parisienne, voire une grande provinciale, d'arriver à définir une politique internationale et de chercher un peu les moyens, les comment, les pourquoi. Donc c'est un des rôles de la CPU et c'est un des rôles qui m'est attribué. Le deuxième rôle, il est au cœur des questions que vous posez en ce moment, c'est le rôle de la diplomatie universitaire, la capacité qu'on peut avoir à construire une stratégie nationale, francophone aussi, puisqu'il y a, je crois, des valeurs et une vraie identité francophone, une vraie alternative à proposer au monde aujourd'hui sur les valeurs de la francophonie, et donc de travailler là avec tous les acteurs, hein, les acteurs de l'international, les acteurs du développement économique, de l'innovation, ça suppose donc les acteurs universitaires entre eux, les centres de recherche, que ce soit les centres de recherche nationaux comme le CNRS, mais aussi ceux qui sont plus principalement ciblés sur l'international, l'IRD, etc., l'INSERM pour la santé, et puis les autres acteurs, les acteurs politiques. Et c'est là que nous avons aussi un rôle à définir avec eux sur la stratégie nationale française, que ce soit notre ministère, le ministère des Affaires étrangères, bien sûr, le Quai d'Orsay. Et là, nous rentrons justement sur cette question de qu'est-ce que peut être une diplomatie universitaire qui ne doit pas se confondre, bien sûr, avec la diplomatie du Quai d'Orsay, mais qui doit, comme disent les enfants, et je reprendrai un mot de mon enfant de 11 ans et demi, mais qui est très partagé par tout le monde aujourd'hui, ça ne sera pas un mot francophone, mais comment matcher avec nos politiques. Il n'est pas à confondre. Nous n'avons pas à définir la politique internationale française au sens de la diplomatie défendue par le Quai d'Orsay, mais nous avons un rôle fondamental à jouer sur le plan de la diplomatie universitaire, mais je m'arrête là, nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc ça, c'est un rôle important qui, moi, m'amène et la CPU, et vous-même, on se croise souvent, Anne, à l'international, à voyager avec nos ministres, avec le président de la République, et à bien sûr porter, avoir le soutien du président sur le développement des universités, à l'innovation, au développement économique, en recherche, etc., mais aussi à apporter un concours particulier sur la construction de ce qui peuvent être des réseaux internationaux. Et la question est bien posée aussi aujourd'hui sur ce qui pourra se faire à l'échelle, bien sûr, de l'ensemble des universités ultramarines, mais des universités régionales. Je ne vais pas trop développer, deux mots encore. L'innovation. L'innovation, ça dépend des universités.
Je considère aujourd'hui que nous sommes un acteur de l'innovation, évidemment, mais un acteur de l'économie, du développement économique. Mais cet acteur sur l'innovation ne peut pas travailler seul. Il est obligé de travailler avec le monde politique, j'ai dit, mais surtout le monde économique. Car je suis tout à fait convaincu, et mon université est très liée au monde de l'entreprise, que l'innovation sans posture entrepreneuriale du côté des entreprises d'innovation, ça ne nous mène pas forcément très loin sur les traductions sociétales. C'est-à-dire par là qu'on peut faire des brevets, on peut faire des découvertes, mais si ces découvertes ne sont pas là encore partagées et construites avec les entreprises, elles restent un brevet sur une étagère et elles ne se traduisent pas forcément dans la société. Alors oui, faisons du fondamental, faisons de l'appliqué, mais n'oublions pas de travailler, bien sûr, avec le monde socio-économique. Et encore une fois, je peux en parler assez bien, puisque mon université, sur ce point, est première université de métropole. Nous avons beaucoup développé ces questions et nous nous en retrouvons mieux aussi sur la question des ressources et de la dotation qui n'est pas toujours assez forte aujourd'hui. Il faut aller chercher ces ressources soi-même. Voilà, je vais conclure là-dessus. On va en reparler dans la table ronde. Un petit mot quand même sur l'ultramarin et un petit peu sur celui de la région de l'océan Indien. Vous souhaitez faire un monde indiano-océanique. Je crois que c'est un mot, vous me l'avez dit, Monsieur Waro, qui vient d'un poète, Drouville, un mauricien pour l'occasion. Ça ne doit pas rester qu'une poésie, même si c'est bien de partir d'une poésie. Au commencement était le verbe, ne l'oublions pas. Mais il y a évidemment une réalité à créer ce monde. Il y a tellement de choses qui peuvent être partagées ici. D'abord, le fait que l'ensemble de ceux qui pourraient être dans cette communauté sont insulaires. C'est déjà une marque très forte. Et ma femme est réunionnaise, je sais ce que c'est que l'insularité. Je le vis avec elle souvent, qui se trouve parfois un peu perdue en métropole. Mais ce n'est pas bien sûr que l'insularité, c'est toute cette logique économique locale. Il y a des questions qui sont mondiales, l'environnement, la santé, etc. Et nous devons y répondre collectivement. C'est là où nous devons chasser en meute, en quelque sorte. C'est ce que nous faisons aussi en métropole pour nous placer sur l'Europe. Nous chassons en meute avec les organismes, avec les entreprises, etc. Mais nous n'oublions pas nos réalités, les contextes. Si tout le monde a des problèmes sur la santé, ça se décline de manière différente selon les régions, en questions culturelles, et là c'est merveilleux ce que vous partagez ici, mais aussi sur des questions économiques et sociales. Je vais m'arrêter là parce que je sais à quel point M. Waro est beaucoup plus intéressant que moi, notamment sur la culture de la région, et j'ai pu passer 10 minutes avec lui, j'ai cru qu'on allait être en retard pour la conférence, tellement je n'avais pas envie de le quitter et de l'écouter encore. Je vous remercie et à tout à l'heure pour la table ronde. D'abord, merci au témoignage du Zoréole lyonnais et les enfants. Monsieur l'ambassadeur de France à Maurice, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le président de l'université, messieurs les présidents des universités métropolitaines, les représentants des universités antillaises, représentants des universités indiennes océaniennes, mesdames et messieurs, l'université de La Réunion, au milieu des îles du sud-ouest de l'océan Indien, a déjà à ce niveau des défis à relever. Elle a aussi d'autres défis à relever avec les puissances émergentes africaines, asiatiques, du grand bassin de l'océan Indien que sont l'Afrique du Sud, le Mozambique, l'Inde, l'Australie et au-delà, la Chine, pour ne citer que celle-là. Mais mon propos concernera principalement les îles, sachant que de traiter des îles nous conduira nécessairement à aborder leurs relations avec les autres pays continentaux, non seulement d'Afrique et d'Asie, mais aussi d'Europe. Il s'agit en effet des relations particulières de ces îles avec ce que j'appelle les continents des origines. Les îles du sud-ouest de l'océan Indien forment un espace à part, un espace précis,
comprenant l'archipel des Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles et la Réunion. Cette délimitation spatiale repose sur une réalité culturelle, ethnologique, historique et, bien entendu, géographique. Toutes ces îles ont des cultures particulières évidentes entre les îles créolophones des Mascareignes et des Seychelles, entre les îles comoriennes islamiques et entre la grande île de Madagascar, il existe des différences profondes. Mais il existe aussi un fond culturel commun à toutes ces îles. Un fond culturel commun reposant sur 3 éléments principaux: les origines des peuplements, la période coloniale française et la francophonie. Le peuplement de ces îles est constitué d'apports africains, asiatiques et européens que nous connaissons. Ces mêmes apports se poursuivent d'ailleurs de nos jours. Mais une fois dans leurs îles respectives, ces hommes et ces femmes, venus d'Afrique, venus d'Asie et venus d'Europe, ont créé quelque chose de nouveau qui n'est plus l'Afrique, qui n'est plus l'Asie, qui n'est plus l'Europe. Et dans le même temps, les hommes et ces femmes se sont déplacés à l'intérieur de cet espace au point que l'on trouve des Waro, des Mohamed, des Rakoutes, des Shan, des Mourouvins, dans toutes les îles. Et on trouve même des familles au sens strict du terme qui ont une branche mauricienne, une branche malgache et une branche réunionnaise. Ces peuples de ces îles, de cette façon, sont devenus des peuples cousins. Tel est le premier élément du fond culturel commun. Ces peuples ont tous vécu une tranche coloniale française de leur histoire. Cela a laissé des traces profondes et diverses que l'on retrouve dans toutes les îles, deuxième fond culturel commun. Enfin, ces peuples sont francophones. Quand ils se déplacent d'île en île, ils se comprennent grâce à la francophonie, et la langue française, au premier ou au second rang, selon les pays, est une langue officielle partout. Ce fond culturel commun peut être le ciment de la construction d'une communauté entre ces îles, mais aussi un tremplin, le tremplin d'un développement communautaire des peuples, d'un développement intégré, d'un développement non pas de riches qui aident des pauvres, mais d'un développement dans lequel les riches et les pauvres apportent leur pauvreté et leur richesse pour le développement des peuples. Le vécu commun des peuples de ces îles est donc quelque chose de vivant. Les îles du sud-ouest de l'océan Indien est une nomenclature. Cet être vivant mérite d'être nommé. C'est l'Indian Océanie. Retenez, l'Indian Océanie. L'océan Indien. L'auteur de ce nom est un poète mauricien, comme on vous l'a dit tout à l'heure, Camille de Reville, mais l'identification actuelle des îles par ce nom est plus récente et elle a été officialisée par la conférence des chefs d'État de la CEU de la Commission de l'océan Indien
en août 2015 lors de leur dernière rencontre à Moroni, aux Comores. Si la vitalité de l'Indienne Océanie des peuples est évidente, celle de l'Indienne Océanie des États l'est moins. La Commission de l'océan Indien, l'organe de la gouvernance collégiale des États, dont l'État français, à cause de son département de la Réunion, est moins évidente. Cela provient et dû au fait que les divisions administratives héritées de l'époque coloniale, qui ont compartimenté les îles au point de les isoler les unes des autres à certaines époques, a été maintenue après les décolonisations par indépendance ou par décentralisation pour ce qui nous concerne. À cela s'ajoutent des contentieux et des ressentiments qui ne sont pas réglés en raison, en partie, de ces carences politiques de la Commission. Ce sont des chantiers difficiles, ils sont ouverts. L'université s'inscrit dans tout cela. Depuis la fin des années 50, j'ai un certain âge, j'observe et parfois participe à l'élaboration d'une université indienne-océanienne. Il y a 2 ans à peine, le professeur Jean-Pierre Chabriat a été chargé d'une mission à cet effet par le gouvernement précédent. L'Université de La Réunion vient de créer un observatoire indien-océanique et dans vos travaux, des préconisations vont dans le bon sens. L'université assume ses responsabilités, celles de l'intelligence, celles de la connaissance et celles de la recherche. Avec la liberté et les méthodes qui la caractérisent, il est urgent que commence l'exploration de voies encore inconnues qui conduiront à la mobilité des étudiants par un système Erasmus indien-océanien et à la mobilité des enseignants-chercheurs par des missions temporaires et ciblées d'enseignement et de recherche à l'intérieur de l'Indienne Océanie et dans ses relations avec les continents des origines pour un développement de nos peuples. En Indienne Océanie, la présence française de proximité est une présence indienne-océanienne, la présence de la Réunion. Cela confère, dans le contexte franco-français, une responsabilité non négligeable des participants réunionnais à ce chantier qui s'ouvre. Et pour terminer, je vous dirai, à vous, messieurs les universitaires, que les politiques, ceux d'ici, ceux de Paris, mais aussi ceux de l'Indienne Océanie, ont besoin d'être rassurés. Nous sommes, en effet, malgré les apparences et les postures, dans une période où ils s'interrogent. Il y a tant de confusion dans l'air, il y a tant de confusion dans les esprits. La liberté universitaire de l'intelligence, de la connaissance, de la recherche, pourrait les aider à sortir de ce qui peut ressembler à la peur de s'engager sur des voies hasardeuses ou à la peur de s'y engouffrer par inconscience. Pour les libérer, les universités
peuvent utilement éclairer les chemins, clarifier les situations, préciser les concepts et de cette façon rendre plus sûre la conduite des politiques vers les avenirs. Je vous souhaite un beau séminaire et vous remercie.